Bonjour Nicole Niesotto. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers et vous êtes président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous publiez avec l'ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, Où va le monde aux éditions Odile Jacob. Alors c'est un dialogue qui présente vos points de vue opposés sur cette grande question. Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur le destin mondial? C'est le marché ou c'est la force? C'est l'économie, la géoéconomie ou la géopolitique. J'ajoute que vous êtes plutôt la tenante de la deuxième version. Alors, il y a dans votre livre une large partie qui est consacrée à l'Europe. Je voudrais qu'on s'y intéresse plus spécifiquement dans cette interview avec cette première question. Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous a inspiré la victoire à l'élection présidentielle française d'un candidat europhile? Qu'est-ce que ça dit de notre différence avec le monde anglo-saxon où ce sont des mouvements protectionnistes qui se sont imposés dans les élections en 2016? Alors, d'abord, comme tout le monde, je crois que c'était un immense sentiment de soulagement. Et je crois que la victoire de M. Macron, d'abord, c'est une très bonne nouvelle a posteriori pour la place de la France dans l'Europe. Les Français étaient très déprimés, pensant qu'ils ne valaient plus rien par rapport à la merveille économique allemande, que notre influence était complètement tombée en désuétude. En fait, nos partenaires européens ont tellement senti passer le vent du boulet si Marine Le Pen avait été présidente de la République que du coup, de facto, ils se sont rendus compte à quel point la France était l'élément central de la politique européenne et que sans la France, il n'y a plus d'euro. C'est simple. Et donc ça, déjà, ça redonne à la France une influence tout à fait considérable. Et deuxièmement, sur votre question par rapport aux Britanniques ou par rapport aux Anglo-Saxons, je crois que ça redonne au couple franco-allemand une place qu'il avait perdue depuis très longtemps, en fait, depuis le couple Mitterrand-Kohl. Le couple Sarkozy-Merkel ne fonctionnait pas, le couple Hollande-Merkel ne fonctionnait pas. Et là, on a tout d'un coup, parce que les Anglais sont partis, parce qu'on a un président des États-Unis qui est quand même assez insaisissable, voire inquiétant pour la construction européenne, du coup, la France et l'Allemagne se retrouvent en position de maître du jeu. Pour en revenir à ce débat entre géopolitique et géoéconomie, qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur le destin européen? On a l'impression comme ça intuitivement que c'est peut-être plus l'économie, puisque c'est l'Allemagne qui assume le leadership et pourtant la force, elle est plutôt côté française. Alors, vous avez partiellement raison, c'est-à-dire ça fait 10 ans pratiquement, depuis 2008, depuis la crise économique, que les économies européennes sont soit en récession, soit en stagnation. Et en fait, ce n'est que l'année dernière que les Européens ont retrouvé le niveau de croissance, enfin le niveau de richesse qui était le leur avant la crise. Donc c'est vrai que l'économie joue un rôle absolument fondamental pour l'avenir et en particulier pour la réforme de l'Union européenne. Mais ça n'est qu'une partie du problème. On est entré dans un monde où les questions économiques sont aussi importantes, mais pas plus, que les questions géopolitiques. Et quand on regarde la carte autour de l'Europe, la rapidité de la dégradation de la situation autour de l'Europe, qu'il s'agisse de M. Poutine, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, qu'il s'agisse de la dictature turque, je parle de mot de dictature vraiment sans aucun problème, qu'il s'agisse de la dégradation donc ensuite de notre frontière sud, du Moyen-Orient à la grande zone sahélienne, l'Europe est entourée d'un cercle de pays, non pas ennemis, mais dans une situation à la fois économique et politique intérieure complètement dégradée, avec toutes les conséquences pour l'Europe, qui se retrouve en première ligne des deux conséquences majeures, les flots de réfugiés et parfois les flots de groupes terroristes. Donc on est dans une situation aujourd'hui où pour l'avenir de l'Europe, la restauration de la croissance économique est importante, certes, mais le maintien de la sécurité et de la stabilité politique à l'extérieur des frontières de l'Europe est tout aussi important. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour relancer le projet européen? Vous suggérez une piste qui est particulièrement intéressante dans votre livre. Vous dites le narratif sur lequel reposait le projet européen est devenu obsolète et vous proposez que ce narratif se construise autour de l'idée de civiliser la mondialisation. Oui, c'est-à-dire on ne peut plus dire aux jeunes Français, aux jeunes Européens que l'Europe c'est fait pour réconcilier la France et l'Allemagne. Ça ne marche plus, c'est fait, c'est fait. On ne peut plus leur dire non plus ce qu'avait été le deuxième narratif de la construction européenne à la fin des années 90, que l'Europe c'est fait pour réconcilier l'Est et l'Ouest du continent. Ça s'est fait moins bien,
parce que quand même, il suffit de regarder les réticences vis-à-vis des travailleurs polonais, etc. Mais c'est quand même acquis. Et donc, il faut que l'Europe trouve un sens dans la mondialisation, que les gens y adhèrent, non pas simplement parce qu'ils y ont adhéré autrefois, mais parce qu'ils pensent qu'elle sera utile, que l'Europe est utile dans la mondialisation. Et notre slogan, c'est que l'Europe doit civiliser la mondialisation. Alors ça n'a rien d'impérialiste, ça ne veut pas dire qu'on doit de nouveau partir dans une mission religieuse ou pacificatrice de l'ensemble du monde. Ça veut dire simplement que la mondialisation est un moment du capitalisme qui est un moment cruel, qui est un moment difficile, en particulier pour les vieux pays industrialisés. La mondialisation, c'est une bonne nouvelle pour tous les pauvres de la planète, c'est une mauvaise nouvelle pour les anciens pays industrialisés qui perdent, enfin en tout cas dans lesquels il y a des perdants, la mondialisation. Et donc notre projet, c'est de dire l'Europe, si elle veut retrouver un intérêt pour les Européens, elle doit premièrement être assise à la table des négociations qui écriront les règles de demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les règles de la mondialisation soient écrites par d'autres pour les autres, au bénéfice des autres. Il faut que l'Europe soit un acteur à la table qui écriront ces grandes règles sur l'écologie, sur la santé, sur les manipulations génétiques, etc., etc. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faut que l'Europe montre que l'on peut, par un acte politique, diminuer, réguler, contrôler les excès de la mondialisation. Autrement dit, et c'est là où Pascal Lamy et moi on se rejoint, il ne faut pas faire confiance à la pure logique des marchés. Les marchés ne créent pas de politique. Les marchés, ils créent des inégalités, ils créent énormément de richesses, mais ils créent aussi énormément d'inégalités. Et donc l'Europe doit être un acteur politique qui essaye de résoudre la question des inégalités dans le monde, ou en tout cas de modérer les effets négatifs de la mondialisation. Eh bien, merci beaucoup, Nicole Niesotto. J'aimerais qu'on termine cet entretien par une citation que j'ai relevée dans votre livre. Les Européens possèdent les clés d'une restructuration du système international adapté à la complexité de la mondialisation, mais ils ne le savent pas. Merci encore, Nicole Niesotto. Ils le sauront avec Macron. Mais ils le sauront avec Macron, espérons-le. Merci. Merci.